Avec la première intervention, il s'agit de Nicolas Bustamante de Doctrine. Alors Doctrine, c'est une société qui a été fondée en 2016 qui utilise l'intelligence artificielle pour les recherches juridiques des professionnels du droit. Ils ont fait de très belles levées de fonds, ils ont une très belle croissance. Je vous demande d'accueillir donc Nicolas sur scène. Merci. Alors, il est là? Ah d'accord, très bien. Ah bah écoute, formidable. Bon bah bonjour à tous. Donc j'attendais le clicker, mais c'est hyper bien organisé, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui passent les slides. J'ai vraiment rien à faire, c'est top. Écoutez, je m'appelle Nicolas Bustamante. Donc je suis le fondateur de Doctrine, et donc je vais vous présenter en quelques minutes ce qu'on fait. Alors, par contre, je ne sais pas le geste pour... Ah, bah voilà, formidable. Donc moi, je suis Nicolas Bustamante, je suis le CEO de Doctrine et je suis juriste de formation. Voilà, donc j'ai fondé Doctrine avec deux autres personnes, deux mathématiciens. Donc moi, je vous l'ai dit, je suis le juriste. J'ai fondé Doctrine avec deux personnes. Donc sur votre gauche, Raphaël Champemont, qui est le directeur informatique de Doctrine. Donc c'est celui qui a les cheveux longs. Et l'autre, Antoine du CO, lui qui faisait de l'intelligence artificielle à l'école polytechnique. Et donc dès le départ, quand on a fondé Doctrine, on était un peu ces deux spécialités, c'est-à-dire lier le droit et l'intelligence artificielle, et on l'a fait dès le trio fondateur. Donc aujourd'hui, on a été fondé, comme ça a été rappelé, en juin 2016. On est une société d'une 50aine de personnes, basée à Paris. On recrute 7 personnes par mois. Donc si vous êtes intéressé, on devrait finir l'année à 90 personnes, sachant qu'on a des profils un peu particuliers. C'est-à-dire que Doctrine, aujourd'hui, c'est 65% d'ingénieurs, principalement des data scientists, puisqu'on applique l'intelligence artificielle au droit. Et on a une autre typologie de personnes qui sont un peu plus rares dans les startups, c'est-à-dire que nous, on recrute des juristes et qu'on va former à l'informatique dans le but d'avoir toujours et de garder cette cohérence entre ceux qui font la data science et ceux qui font du droit. Donc la plupart des juristes chez nous, il y en a qui travaillent effectivement sur les algorithmes, sur la technique, il y a des juristes marketing, des juristes au commercial, et je pense qu'on est l'une des rares startups à avoir autant de profils juridiques dans la boîte. La mission de Doctrine, elle est plutôt simple, c'est ce qu'on appelle ouverture et transparence du droit. Certains le savent, peut-être si vous avez eu affaire au droit, à la justice, vous savez que c'est un milieu qui est un peu complexe, parfois obscur, et nous, notre optique, c'est d'utiliser des algorithmes pour simplifier et rendre plus transparent le droit. On fait quelque chose de très simple. Doctrine, c'est un moteur de recherche juridique. Donc, a fortiori, on va collecter l'ensemble de l'information juridique et on va la mettre à disposition à travers un moteur de recherche juridique à destination des professionnels du droit. Donc, la majorité de nos clients, ce sont des avocats, des directions juridiques, donc essentiellement B2B. La problématique étant que sur les... il y a une double problématique. La première, c'est qu'il y a 1% du droit qui est accessible en ligne sur Internet, puisque c'est un domaine où il y a très peu d'informations qui sont numérisées. Et la deuxième problématique, c'est que quand bien même ces informations sont numérisées, elles sont sur des moteurs de recherche un peu traditionnels, qui ressemblent plus à AltaVista que Google. Enfin, tout ça pour dire que c'est très compliqué pour le professionnel du droit de trouver de l'information. Et comme cette information, elle augmente à un rythme exponentiel, vous le voyez par exemple avec le phénomène d'inflation législative ou l'open data des décisions de justice, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus d'informations qui vont être mises à disposition. Et si nous, on n'est pas capable de les trier, de les hiérarchiser le plus rapidement possible, bah, le professionnel du droit va perdre un temps fou. Et pour ceux qui ont déjà travaillé avec des avocats ou des professionnels du droit au sens large, vous savez que c'est une profession qui facture à l'heure, et donc eh bien, plus ils vont mettre du temps à chercher, plus quelque part ils vont facturer derrière. Donc l'idée de Doctrine, c'est de réduire cette inefficience et de simplifier au maximum la recherche d'informations juridiques. C'est pourquoi on a été étiqueté comme Google du droit à nos débuts. Voilà. Donc le constat est celui-ci, c'est-à-dire que la quantité de données juridiques explose, et en fait, nous, les juristes de tout temps, on a essayé de hiérarchiser l'information très très tôt, même avant certaines sciences type la médecine, sauf qu'on a, au début, c'était fait dans des ouvrages, et puis après, dans
dans des bases de données traditionnelles. Et aujourd'hui, juridiquement, il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a tellement de données que tous les outils qu'on a construits auparavant ne permettent plus de trier la matière juridique. Vous prenez l'exemple, le droit, c'est une matière mouvante. Donc dès que vous mettez de l'information dans un bouquin, a fortiori, elle est périmée peut-être 3 semaines plus tard, et après, c'est très dangereux de se baser sur l'information. Donc nous, ce qu'on fait, c'est un moteur de recherche juridique en ligne qui permet d'accéder en temps réel à toute cette information. Voilà, donc l'idée, c'est d'appliquer l'intelligence artificielle pour compresser au maximum la recherche, sachant que, bon, 1, c'est un moteur de recherche, et 2, on essaye de deviner avant même que l'utilisateur recherche ce qu'il aimerait voir. Donc typiquement, si vous êtes un avocat et que vous faites de la propriété intellectuelle, on va scanner en permanence l'ensemble de la législation, l'ensemble des décisions de justice, et nous allons essayer de deviner, avant même que vous cherchiez, ce qui pourrait vous intéresser en fonction de votre spécialité, et on va vous l'envoyer avant. Et donc c'est ça qui a fait le succès de Doctrine en 2 ans. Ok, je pense qu'on peut passer celle-ci. Vous avez compris l'idée. Ok, bon, ça c'était pour vous montrer à quoi ça ressemblait un moteur de recherche juridique. Peut-être certains d'entre vous m'ont dit le droit, c'est un peu ringard, etc. Bon, ben voilà, c'est un search où vous avez toutes les informations. A priori, comme Google, pas de très grande surprise pour vous. Et aujourd'hui, donc, Doctrine s'est passé de 3 personnes, donc les 3 fondateurs, à 50 salariés en CDI en 24 mois, donc c'est allé assez rapidement. On s'est développé très vite et on est utilisé à la fois par les cabinets d'avocats, les directions juridiques. On a à peu près plus de 1000 organisations qui nous utilisent. Preuve que le droit n'est pas, c'est pas ringard comme on m'a dit, ou même on a souvent dit que le droit est un milieu conservateur où les gens ne veulent pas changer, en particulier les avocats. Et je pense qu'il n'y a rien de plus faux. Et le meilleur exemple, c'est la croissance de Doctrine, qui montre bien qu'une profession qui utilisait des outils traditionnels a très vite switché sur un outil complètement numérique, très moderne et aussi très jeune, puisque souvent la problématique quand vous lancez une start-up et que votre produit est jeune, c'est la capacité qu'ont les clients à vous faire confiance. Et donc, puisqu'il y a toujours un risque. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que nous, société très jeune, les avocats en particulier, ont switché très rapidement vers Doctrine. Voilà, ça c'était un rappel de la mission. En fait, l'optique finalement de Doctrine, c'est de collecter toute l'information juridique et de faire sens de cette information, ce que nous on appelle cartographier le génome juridique, c'est-à-dire à partir du moment où il y a un amendement qui passe à l'Assemblée nationale, regarder quand cet amendement devient loi, quel impact ça va avoir sur les décisions de justice, quel impact ça va avoir sur les entreprises, les particuliers, etc. Et rendre tout ce milieu complètement transparent pour qu'il soit plus efficient et limiter, si vous voulez, les disparités qui pourrait y avoir, qui sont liées en fait à l'absence de connaissance de l'information juridique. Donc, les conséquences sont assez graves. Si vous êtes un magistrat, par exemple, et que vous n'avez pas accès à l'ensemble de l'information, la probabilité que vous rendez une décision, mais qui ne va pas peut-être dans le sens de la majorité des autres décisions, est plus élevée. Et donc, nous, notre activité consiste à rendre toute cette information disponible le plus rapidement possible, de façon la plus transparente, pour que des décisions et les bonnes décisions soient prises. Merci beaucoup. On va échanger quelques minutes et on posera quelques questions. En tout cas, ça fait réagir. Je vais peut-être prendre une question du public. C'est quoi le modèle économique pour Doctrine? Alors, le modèle économique de Doctrine est très simple. C'est un abonnement. C'est un abonnement à 129 € par mois qui est résiliable à tout moment. Donc nous, notre approche a été très simple. C'est-à-dire que, on a divisé les prix par 2 sur le marché, et 2, on a fait un abonnement qui était résiliable à tout moment, là où auparavant, vous étiez loqué sur des périodes de 1 à 3 ans. Donc c'est ce qui a fait le succès, notamment commercial, de Doctrine. Tu vois de Doctrine à terme comme un remplacement des assistants juridiques, comme quelque chose qui pourrait changer le travail des avocats, voire remplacer les avocats? Alors, nous, il y a beaucoup de sociétés dans ce qu'on appelle le secteur de la legal tech qui avaient effectivement vocation à remplacer les avocats. Et nous, on était l'une des rares sociétés en 2016, au début, à dire on ne va jamais remplacer le professionnel du droit, de même qu'il y a très peu de sociétés qui envisagent de remplacer les médecins, et on va plutôt leur apporter des outils pour être plus productifs, et justement pour éliminer les tâches ingrates qu'ils font au quotidien. Quand on disait ça en 2016, c'était un peu... Bon, il n'y avait pas beaucoup d'écho parce qu'on était 3. Maintenant qu'on est une société 50 personnes, 90 à la fin de l'année, je pense que la tendance est plus actée. Et tu penses que ça pourrait aller plus loin sur les décisions juridiques elles-mêmes? Est-ce que ça pourrait désengorger les tribunaux pour essayer de prendre des décisions juridiques robotisées? Alors, nous, on ne va pas aller dans ce domaine. Nous, en fait, on se limite à mettre l'information
à disposition du professionnel et après le laisser trancher. Ce qu'on se refuse à faire, c'est mettre l'information à disposition et aller plus loin, c'est de dire vous devez aller dans ce sens. On trouve ça assez dangereux que finalement les magistrats, si on prend cet exemple, soient quasiment liés par la machine, c'est-à-dire que c'est la machine qui dit vous devez juger ça. Ça a été testé aux États-Unis sans grand succès. Et surtout, en plus, si le magistrat ne peut pas déroger à cet avis, c'est-à-dire que s'il est lié au lieu que ça soit simplement un avis consultatif, là, ça devient très très problématique. Et en termes d'intelligence artificielle, moi, sur la West Web, on a reçu 800 startups l'année dernière. Allez, 1 sur 2 nous dit qu'elle fait de l'intelligence artificielle. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un terme à la mode. C'est un terme très à la mode, comme la disruption l'année dernière, c'est pareil. On disrupte avec de l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi concrètement la valeur ajoutée et comment ça marche, quoi? Alors tout d'abord, nous on fait de l'intelligence artificielle par nécessité. Si on ne pouvait pas faire d'intelligence artificielle pour satisfaire les clients, on n'en ferait pas. Donc on n'a pas rajouté le terme juste pour être un peu à la mode. On fait un moteur de recherche. Donc il y a plusieurs branches dans l'intelligence artificielle. Nous on fait du natural language processing, c'est-à-dire que vous avez la voix, les images, etc. Et nous on fait de l'analyse de texte. Et à quoi ça sert? Quand vous faites un moteur de recherche, vous le savez bien sur Google, ça sert à faire en sorte de trier, hiérarchiser le contenu le plus rapidement possible et d'avoir des résultats les plus pertinents. Une question sur le B2C, ça peut s'appliquer demain, cette assistance juridique pour des sites internet Alors, on a beaucoup réfléchi au B2C, c'est-à-dire pousser de l'information juridique directement au B2C. Mais en fait, ce n'est pas le meilleur moyen d'atteindre notre vision. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'aider le B2C, donc ce qu'on appelle le B2C, c'est finalement le justiciable, eh bien, c'est d'aider le professionnel qui aide lui-même ce justiciable et qui a une véritable expertise. Et on a beaucoup plus d'impact quand on aide des magistrats, des notaires, des avocats qui, eux, vont défendre le justiciable sur plein d'autres sujets. Le justiciable, il ne va pas se défendre juste si on lui met à disposition de l'information. Donc, finalement, l'impact était colossal si nous, on faisait que du B2B. Donc voilà, parfois il faut savoir rester à sa place. Dernière question, au CES, l'année dernière, il y avait des chatbots et des robots qui prétendaient avoir indexé le droit juridique mondial en multilangue, la jurisprudence, etc. Et par chatbot, être capable d'interagir et de répondre à n'importe quelle question juridique. C'est du bullshit, c'est de la réalité aujourd'hui. Et est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as envie de faire aussi? Alors, ce dont on a beaucoup parlé, ce sont des chatbots qui en fait ce sont des personnes qui, notamment pour quand vous avez un speed limit, les tickets pour excès de vitesse, qui avaient vu qu'il y avait une faille et donc ils ont fait un chatbot où vous tapez on m'a flashé à tel endroit, on m'a ci, on m'a ça, vous appuyez sur OK et vous sortez un document juridique à envoyer où en fait ils exploitaient la faille juridique, ils disaient et donc vous n'avez plus d'amende. Mais bon, ça se limite à très peu d'applications. Il y a ça aussi sur quand par exemple votre compagnie aérienne a du retard et vous pouvez aller sur des sociétés type WeClaim où vous rentrez quelques informations et là ils sortent un document juridique pour justement réclamer de l'argent suite à ce retard. Donc ça reste quand même des applications très, très niches sur des problématiques très B2C. Nous, on traite de problématiques beaucoup plus complexes. Et l'information qu'on met à disposition sur est-ce qu'une loi est plus sévère qu'une autre, est-ce qu'une décision de justice est à rapprocher à d'autres décisions, etc. C'est l'information beaucoup plus complexe et on ne peut pas la synthétiser avec juste un chatbot qui dirait ah là là, mon client a fait ci, a fait ça, est-ce qu'il va aller en prison pour l'interrogation? Bon, c'est un peu plus complexe que ça. Dernière question, comment tu vois évoluer ça d'ici 5 à 10 ans? On arrivera à des vrais chatbots et à une vraie indexation globale? C'est compliqué parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, elle est très bien pour reproduire des comportements humains à haute vitesse, mais elle n'est pas non plus très très intelligente. C'est-à-dire que pour tout ce qui demande énormément de réflexion, le droit, c'est quand même comprendre la situation d'un client, comprendre les faits, comprendre le droit, les adapter. Et donc c'est a priori, ça paraît impossible dans une échelle de 10 ans que toute cette valeur ajoutée elle soit faite par un ordinateur. Très bien, merci beaucoup. On peut applaudir Nicolas. Merci.